Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition. Le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias a été officiellement présenté aux acteurs des médias lundi 11 août 2025 à Cotonou. Le consultant média Agapit Maforican évoque l'importance du dit code. La conférence débat du mois d'août de l'IAJP Chant d'Oiseau s'est tenue le 7 août dernier. Le point dans ce instant. La 8e mise au vert des graines olympiques a été lancée par la Fédération béninoise de boxe hier lundi à Abomey-Calavi. À suivre dans cette édition le point de la cérémonie de lancement. Bienvenue à toutes et à tous. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le calendrier électoral pour l'élection du duo présidentiel de 2026. Deux grandes étapes sont à retenir dans ce processus. Il s'agit du 2 septembre 2025, début de la mise à disposition des formulaires nominatifs de parrainage aux députés et maires du 10 au 14 octobre prochain. Enregistrement officiel des candidatures du duo présidentiel auprès de la Sénat. Ce calendrier, il faut le noter, marque le lancement officiel de la course à la présidentielle de 2026 et les candidats devront remplir toutes les conditions fixées par la loi, notamment l'obtention de nombre requis de parrainage. Je l'annonçais en titre, les professionnels des médias béninois viennent de se doter d'un nouveau code de déontologie et d'éthique dans leur secteur. Ce nouveau document a été présenté aux professionnels des médias dans la matinée du lundi 11 août à la Maison des médias Thomas Méassan à Cotonou. 26 articles. Le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias du Bénin passe désormais à 33 articles composés de 25 droits et 8 devoirs. Au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi, Agapit Napoléon Maforican, ancien conseiller à la HAC, consultant média et chroniqueur politique, s'exprime sur l'importance du code de déontologie dans l'exercice du métier du journalisme. On l'écoute. En vous donnant une réponse aujourd'hui en 2025, je ne sais pas si j'aurai la même rigueur qu'en 1999, au moment où la première mouture du code de déontologie de la presse béninoise était adoptée. Je le dis parce que ce document porte code d'éthique, code de déontologie et d'éthique. Or, la question avait été longuement, remuée pour nous demander si on pouvait codifier l'éthique. Qu'on pourrait codifier l'éthique. Je continue de me poser des questions, je ne vais pas donner de réponse. À l'époque, nous avions estimé que ce n'était pas possible et que l'éthique relevait de la morale et donc de l'éducation de chacun. Mais que dans la déontologie, il y a déjà l'essentiel des règles qui régissent la profession et qui n'ont pas besoin de relever de la loi. Ça doit aller tellement de fait que ça s'impose aux journalistes. Et la profession l'adopte comme sa principe sacro-saint. Alors le journaliste qui respecte la déontologie, je suis sûr qu'il ne va pas avoir un problème d'éthique. Voilà, non. Donc j'ai l'impression, pour moi déjà, évoquer l'éthique comme une codification, un élément de codification, poser quelques problèmes de sémantique et aussi donc de sémantique par ailleurs. En dehors de ça, je dois avouer que les lois sur les médias règlent déjà l'essentiel de ce qui doit être le comportement du journaliste. C'est-à-dire la loi 2015 et 07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, notamment cette loi-là. Après, il va falloir peut-être aller évoquer le code du numérique et dire que l'essentiel s'y trouve et que le journaliste qui respecte la loi 2015, le code de l'information et de la communication,
a déjà ce qu'il lui faut pour faire son travail. Et s'il ajoute quelques directives du code de l'informatique, quelques articles du code de numérique, normalement, il devrait s'en sortir. Mais l'importance d'un code de déontologie, même en 2025, relève de l'acceptation immédiate, sans condition et sans contrainte, par le journaliste, des règles du jeu. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'ODEM pour son initiative. J'ai l'impression que c'est quand même encore la seule fêtière, en fait, la seule organisation professionnelle au niveau national, au niveau des médias, qui tourne encore, qui ne se limite pas à festoyer, à organiser des tournois, des kermesses, mais qui s'occupe vraiment de la question de la profession au plus profond. Donc je salue l'Observatoire, je salue son travail, en disant, en 2025, il faut appeler le journaliste simplement à respecter les lois et la déontologie professionnelle. La déontologie professionnelle n'est pas particulièrement béninoise, elle est une déontologie, c'est-à-dire les principes sacro-saints de la profession à tous les niveaux. Donc ce code vient peut-être pour renforcer ce qui devrait être, et tant mieux. L'Institut des artisans de justice de pêche en oiseau a organisé jeudi 7 août dernier sa conférence débat du mois d'août. Les échanges entre universitaires et politiques se sont basés sur le thème suivant: souveraineté du pouvoir politique en Afrique entre unité africaine et impuissance des dirigeants africains. Le reportage de ce débat est signé Anaël Do. Le pouvoir politique tire sa légitimité de la souveraineté du peuple. Et comme vous le savez, avec Montesquieu, ce pouvoir politique est séparé. Pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. À partir de ce moment, le pouvoir politique ne peut pas être souverain, même si nous avons une autorité suprême. La souveraineté est le socle sur lequel repose toute autorité politique légitime. Et la souveraineté politique en Afrique est un sujet complexe, marqué par des tensions entre l'idéal de l'unité africaine et les réalités de l'impuissance de certains dirigeants. D'un côté, l'aspiration à l'unité continentale héritée du panafricanisme se heurte aux divisions internes et aux intérêts nationaux divergents. De l'autre, il y a les difficultés rencontrées par les États africains dans la consolidation de leur pouvoir et la réalisation du développement économique et social, ce qui alimente un sentiment d'impuissance. Les dirigeants africains ne sont pas impuissants, que les dirigeants africains, bien souvent, organisent leur auto-incapacitation. Plusieurs aspects de la thématique ont été discutés. Le public n'a pas manqué d'apporter sa contribution au débat. Le but ultime, l'unité africaine, est possible, mais pas sans des réformes audacieuses et la prise d'engagement fort des dirigeants. Que nous ne devons pas aller de façon isolée en tant qu'État africain, mais de façon collégiale. Et moi, j'y crois à cette Afrique, unie-là, parce que l'Afrique n'a pas choisi entre l'unité et la souveraineté. Elle doit comprendre que l'unité est la condition de la souveraineté. Et il n'y a pas de souveraineté dans l'isolement. Il n'y a pas également de souveraineté, il n'y a ni de paix durable sans unité. Mettons nos enfants à l'école. Faisons du secteur de l'éducation le secteur principal, le levier principal, non seulement à l'école, mais aussi en famille. Et que l'éducation nous permette d'avoir ce que nous n'avons pas encore, la capacité de transformer chez nous. On a besoin d'une stabilité politique, qu'on sache d'une stabilité constitutionnelle. Il faut qu'on doit finir de résoudre ce problème-là, alors que on doit réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, on doit changer de régime, quitter le régime parlementaire pour le régime semi-présidentiel, et du régime semi-présidentiel pour le régime parlementaire, et du coup on a changé de régime, on est là à changer de régime, à changer de république, je dirais plutôt, on change de république, on change de public, et donc les problèmes internes deviennent des problèmes très dominants. Et je pense qu'il faut qu'on trouve une solution
à la stabilité politique et constitutionnelle des États africains. Et ça va être très important pour pouvoir entrer dans l'unité africaine. Ouverte et clôturée par le père directeur adjoint de l'IAJPCO, Herman Agbofor, cette conférence débat, animée et convoitée par toutes les parties de la population, vient mettre un terme aux activités du jeudi de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux pour le compte de l'année 2025. Bientôt, l'Institut organise son symposium annuel pour édifier et formuler davantage de propositions pour le développement durable. Une opération de déguerpissement des espaces publics a démarré dans la matinée du lundi 11 août dans la ville de Cotonou. C'est avec l'appui des agents de la mairie et de la police républicaine. Il faut noter que l'opération vise à rendre ces espaces accessibles et à rétablir l'ordre public. On parle également du carrefour de Sainte-Cécile de Cotonou où la vie urbaine côtoie un problème lié au caniveau ouvert obstrué et envahi de déchets. Ces installations essentielles pour l'évacuation des eaux dégagent aujourd'hui des odeurs nauséabondes et représentent un danger pour la santé et la sécurité des riverains. Un constat fait par Romaric Djessougo Benou, reportage. Au cœur du carrefour Sainte-Cécile, un problème persistant saute aux yeux, ou plutôt se devine à l'odeur. Les caniveaux censés évacuer les eaux usées sont à ciel ouvert, remplis de déchets de toutes sortes. Ces caniveaux obstrués deviennent de véritables nids à moustiques, source potentielle de maladies et de risques d'inondation en saison de pluie. Au lieu de verser les ordures dans les poubelles, ils continuent d'aller verser dans le trou. Et ce qui n'est pas bon. Certains citoyens n'ont pas compris. Bon, s'il est debout hier, bon, fille minada de l'eau, mais mon fille de bois. Oui, quand des blocs qui courent, bon, fille à recevoir à Dadodonou, à Egbebla Dadodonou, à Kitole, bon, il va dire qu'il y a fidèle. À Dado Gobi, bon, il y a millions de titans. À Cotonou, quelqu'un va pas Dado, va pas Dado. Mais au-delà de la salubrité, la sécurité est aussi en jeu. L'absence de couvercle sur plusieurs tronçons expose directement les riverains à des chutes et blessures. C'est pas la peine. Tous les matins, tous les soirs, chercher son corps, tout ça là, non. Et donc, les gars, c'est autorité, les CEDO. Les caniveaux ne sont pas dans les bornes. Certains sont débordés. Certains, il y a des trous au niveau de ces caniveaux. Et que ça crée d'incidents aussi aux pauvres citoyens. Nettoyer, curer, couvrir, mais aussi éduquer, car sans la participation de tous, le problème reviendra encore et plus encore. Au carrefour Sainte-Cécile comme ailleurs, la gestion des eaux et des déchets reste un défi quotidien. Malgré la présence remarquable de la société de gestion des déchets et de salubrité, un défi qui, s'il n'est pas relevé, finira par coûter cher à la santé publique et à l'environnement humain. Autre registre dans cette édition, la dépression. La dépression est un trouble psychiatrique fréquent qui touche une personne sur 5 au cours de sa vie. Quelles sont les réelles causes de la dépression chez l'adolescent? Que faut-il faire pour aider une personne souffrant de dépression au quotidien? Élément de réponse avec André Alihonou, psychologue clinicien qui est au micro de Nasserine Fatumbi, Francis Ola Fahami. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes
et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisé par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu, tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois, ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression a ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre. Quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il ne va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes en ramassé qui peuvent conduire ou les conséquences. La pauvreté est-elle une affaire de destin? À cette question ont répondu des citoyens rencontrés à Cotonou. Ils sont au micro de Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. Je dis non, la pauvreté n'est pas une affaire de destin. Parce que le Dieu, le Créateur, n'a pas créé l'humanité pour la souffrance. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Dieu qui a créé la terre, qui a créé les êtres humains là-dedans, nous a tout donné. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas destin. Il n'y a pas de destin. Au fait, quand on dit destin, là, c'est mal dit. Non, ce n'est pas une affaire de destin. C'est manque d'organisation, c'est manque de planification qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous sommes combien sur la terre? À peine 8 milliards. On est à peine 8 milliards. Et vous allez dire aujourd'hui, à la porte du 22e siècle, que la pauvreté y est. Non, je ne crois pas. Quand on parle de la pauvreté, c'est en Afrique qu'on sent beaucoup en Afrique. Mais dans les autres continents, les gens travaillent, les gens créent.
des conditions pour la famille, même pour le pays. Celui qui a créé la terre, hein, c'est un architecte bien chevronné, qui est Dieu. Il nous a tout donné sur la terre. Tout ce dont on a besoin, il nous a donné. Autre interrogation dans cette édition, faut-il satisfaire tous les fantasmes de son partenaire intime? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmi. Quelqu'un que tu aimes ou bien quelqu'une que tu aimes, tu sais que celui-ci ou celle-ci, je veux la prendre au mariage, je veux qu'elle reste avec moi, consolider les liens, un lien conjugal. Mais pourquoi ne pas satisfaire ses besoins? C'est une obligation. Si tu sais que tu veux vivre avec celui-là ou bien avec celle-là, c'est une obligation. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ce n'est pas tous les fantasmes que tu dois satisfaire. Et je vois. En tout cas, ce qui est mieux, c'est la compréhension. Vous comprenez, il n'y a pas de problème. Sinon, fantasme, non, c'est pas. Les hommes ne sont pas obligés de satisfaire tous les fantasmes de sa petite amie ou bien de sa femme. C'est celui qui a les moyens. Même quand il a les moyens, il y a des priorités à des moments donnés. Lorsque sa femme vient émettre des fantasmes à ses oreilles et il dit qu'il court autre chose, ce n'est pas possible. Si nous sommes appelés à rester ensemble, c'est que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Si nous sommes appelés à rester ensemble, nous devons nous aider. Parce qu'il peut arriver que l'homme en question peut ne pas avoir, disons, quelque chose. Parce que tous les jours ne sont pas dimanche. D'autres, je ne sais pas si c'est de l'avarisme ou bien si c'est la négligence. On ne prend pas trop soin ou bien on ne considère pas trop son conjoint ou bien sa partenaire. Et après quelques années, quelques mois, c'est la séparation. Or, tu ne sais pas si c'est avec celui-là que ta chance réside, ou bien avec celle-là que tu vas avoir d'enfants intelligents, ou bien que tu auras un foyer de paix. Je vous dis que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les fantasmes de votre femme. Vous ne pouvez pas. Si elle dit je veux, c'est bon. Si tu as les moyens, qu'il faut, elle vit avec toi. Elle doit savoir si tu as les moyens ou non. Donc, il est impossible à un homme de dire qu'il peut satisfaire tous les fantasmes d'une femme. Il ment. Actualité hors de nos frontières, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré ce mardi que le Caire travaillait avec Doha et Washington en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. L'objectif principal est de revenir à la proposition initiale qu'est d'instaurer un cessez-le-feu de 60 jours avec libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l'acheminement sans conditions et sans restriction de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza, a ajouté le ministre Badré Abdelati lors d'une conférence de presse dans la capitale égyptienne. Autre information hors de nos frontières, le président de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, Laurent Valette, a interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne. Chez lui a été suspendu de ses fonctions par la ministre de la Culture, Rachida Dati. La ministre l'a elle-même annoncé ce mardi sur sa page officielle X. Actualité sportive à présent, la Fédération béninoise de boxe a procédé au lancement de la 8e édition, la mise au vert de l'équipe nationale cadette connue sous le nom La Graine Olympique. C'était ce lundi 11 août 2025 à Abomey-Calavi, plus précisément à Awakin.
Reportage signé comme Lancontin Amoussou. C'est la dernière ligne droite des graines olympiques de la FEBEBOS. De 28 au départ, il ne reste que désormais 15 enfants à porter les espoirs du renouveau du noble art béninois. Ils entament ce lundi 11 août 2025 la 8e mise au vert de ce programme stratégique de développement et de promotion de la bosse. Chers enfants, jeunes champions, vous êtes encore une fois aujourd'hui au cœur de notre sport et plus largement l'avenir de notre nation. Alors, chers amis jeunes, vous avez du pain sur la planche. Nous vous invitons à respecter vos encadreurs, à écouter vos encadreurs, à faire de manière à ce que vous ne laissiez nulle place où la main ne passe et repasse. À l'issue de ce stage d'entraînement intensif sous la direction du coach national, assisté de techniciens expérimentés, 9 enfants vont être sélectionnés pour la dernière phase en perspective aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La dernière sélection pouvant nous permettre d'asseoir un camp où seront les plus méritants afin de travailler d'arrache-pied dans le cadre des éliminatoires Zone Afrique, déjà décembre prochain, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler au Sénégal en 2026. Le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif béninois encouragent la FEBEBOS dans cette ambition. Les performances sportives, ça ne se décrète pas. Les performances sportives, ça se construit, ça se structure, inch by inch, pierre par pierre, et c'est ce que la Fédération béninoise de boxe est en train de faire. Vous voyez, ces gamins et ces gamines qui ont commencé à faire la boxe à la base, ça va devenir de grands pugilistes demain. Des pugilistes intellectuellement bien formés, sportivement bien outillés et donc humainement intégrables à notre société tout en nous rapportant des médailles. Cette mise au vert n'est pas seulement une étape de préparation physique. Elle est aussi une école de discipline, de persévérance et de dépassement de soi. Elle incarne la volonté du gouvernement de professionnaliser davantage nos disciplines et de donner aux jeunes athlètes béninois les moyens de briller au plus haut niveau. Les graines olympiques réitèrent leur engagement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous renouvelons notre engagement aujourd'hui à mettre toute notre énergie et nos compétences en œuvre pour atteindre l'objectif de la Fédération béninoise de boxe, celui de remporter les médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse Sénégal 2026. Les graines olympiques est un programme ambitieux lancé en février 2022 par la Fédération béninoise de boxe dans le but de préparer la relève du noble art au Bénin et conquérir des titres au plan africain et mondial. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.